Bonjour. Ici, on va aborder le chapitre numéro 2, intitulé Définition et concept de base de la thermodynamique 1. Alors, ce chapitre va se décomposer en 5 parties. Dans la première partie, on va définir ce que c'est un système thermodynamique. Dans la deuxième partie, on va décrire ce que c'est un système thermodynamique. Dans la partie 3, on traitera de la température et de la thermométrie, signifiant la technique de mesure de la température. Dans la quatrième partie, on va parler des transformations que peut subir un système thermodynamique. Et finalement, on va conclure ce chapitre par les états de la matière et le changement de phase. Bon, donc on avait dit premièrement la définition d'un système. Ça veut dire il faut définir ce que c'est un système thermodynamique. Sachant que les concepts thermodynamiques s'appliquent à des systèmes matériels. Alors, un système matériel est un ensemble entouré d'une enveloppe géométrique, comme ici, en bleu. Donc, le système est en bleu, est entouré par cette enveloppe-là, macroscopique, qui peut être déformable ou non déformable. Donc, la frontière peut être déformable ou non déformable. La frontière qui délimite le système thermodynamique. Et cette frontière, on l'appelle aussi frontière. Tout ce qui est au-delà, à l'extérieur de cette frontière, va constituer le système extérieur. Donc ici, c'est schématisé par la couleur verte jaunâtre, donc le milieu extérieur, et le système thermodynamique à étudier. Donc, ça veut dire on isole une partie de l'univers qu'on veut étudier avec bien des limites et des frontières bien précises qui le séparent du milieu extérieur. On distingue plusieurs types de systèmes. Il y a des systèmes qui sont fermés ou bien ouverts. Il y a des systèmes qui sont isolés. On va expliquer dans la suite la signification de ces systèmes fermés, ouverts et isolés,
Donc, type de système, un système fermé, c'est quoi? Alors, voilà notre système. Il est fermé quand il ne peut pas échanger de la matière avec le milieu extérieur ou le milieu environnant ou le milieu qui l'entoure. Il ne peut pas changer de la matière. Donc, il n'y a pas d'échange de matière entre le système et le milieu environnant. Par contre, il peut échanger de l'énergie. Ça veut dire qu'il peut recevoir de l'énergie, comme il peut céder de l'énergie au milieu extérieur. Donc, je répète, le milieu extérieur, le système isolé, pardon, le système fermé est un système qui échange avec le milieu extérieur de l'énergie, mais pas de matière. Il échange de l'énergie, ça veut dire qu'il peut recevoir comme il peut céder de l'énergie. Cette énergie peut être du travail ou de la chaleur, mais il ne peut pas recevoir de matière ni céder de matière. Un bon exemple de cela, c'est le liquide qui se trouve dans le circuit frigorigène d'un réfrigérateur. Alors, le liquide du circuit frigorigène, il peut céder de l'énergie à l'extérieur ou la recevoir, mais il n'échange pas de matière avec l'extérieur. Et ni il cède, ni il reçoit. Donc, ça constitue ce qu'on appelle un système fermé, qui échange de l'énergie, mais pas de matière, avec l'extérieur. Ensuite, on a un système ouvert. Alors, contrairement au système fermé, le système ouvert, lui, il peut échanger avec le milieu extérieur de l'énergie, comme le système fermé, mais en plus, il peut aussi échanger de la matière. Donc, il peut échanger de l'énergie comme de la matière avec l'extérieur. Donc, il peut en recevoir ici et en céder ici au milieu extérieur. Le meilleur exemple, c'est le bois qui brûle. Donc, le bois qui brûle au cours de la combustion, donc il reçoit de l'oxygène de l'air et il cède de la chaleur à l'air. Finalement, on a un système isolé, hermétique. Ça veut dire que c'est un système qui n'échange ni matière ni énergie avec l'extérieur. Il n'échange rien du tout avec le milieu extérieur. Il est hermétiquement fermé, il est isolé, il n'interagit pas avec l'extérieur, ni sous forme
d'échange d'énergie, ni sous forme d'échange de matière. Un exemple, c'est les thermos. Les thermos qu'on utilise pour garder bien au chaud une boisson chaude, qui peut être le café, le thé ou le lait chaud. Donc, le contenu dans le thermos, il ne va pas se refroidir, il va garder sa température jusqu'au moment de se faire servir. Mais en réalité, le vrai système isolé, ce n'est rien d'autre que l'univers immense dans lequel nous vivons, avec toutes ces étoiles, ces galaxies, ces nébuleuses et tous les éléments qui le composent. C'est comme une bulle fermée, isolée, n'échangeant ni énergie, ni matière avec le reste. Si cela existe bien. Donc l'univers est un système isolé, n'y changeant ni matière, ni énergie. Alors, dans le même contexte des systèmes isolés, donc on peut avoir des systèmes isolés qui sont partiellement isolés, ça veut dire pas complètement isolés, donc ils peuvent être isolés, ça veut dire n'échangeant pas de travail avec le milieu extérieur. Dans ce cas-là, on dit le système est isolé mécaniquement. Donc, le système n'échange pas d'énergie mécanique, n'échange pas de travail avec le milieu environnant. Dans ce cas, on dit le système est isolé mécaniquement. Un autre cas, c'est le système isolé thermiquement. Ou bien, on l'appelle aussi système calorifugé, ou bien on l'appelle aussi système adiabatique. C'est un système qui n'échange pas de chaleur avec l'extérieur. Donc, il est adiabatique, ou il est calorifugé, ou bien on dit isolé thermiquement. Donc, il peut échanger du travail, mais il n'échange pas de chaleur. Donc, il est isolé thermiquement. Et dans ce cas-là, dans le premier cas, on dit qu'il est isolé mécaniquement. Ça veut dire qu'il n'échange pas de travail. Maintenant, on aborde ce que c'est un système en équilibre. Lorsqu'on dit un système en équilibre, on veut dire que ces variables microscopiques sont constantes, invariables. Ces variables peuvent être la masse, le nombre de moles, la pression, le volume,
la température, etc. Donc, tant que ces variables macroscopiques restent constantes ou fixes dans le temps, on dit que le système est en équilibre. Thermodynamique, bien sûr. Remarque, dans ce cours, on va s'intéresser seulement au système fermé. On va pas étudier les systèmes ouverts. On va étudier que les systèmes fermés qui peuvent échanger avec le milieu extérieur uniquement de l'énergie, qui peut être sous forme de travail ou sous forme de chaleur, mais jamais de la matière. Donc, lorsque le système va échanger de l'énergie avec l'extérieur, son énergie interne va subir des variations. C'est cela le premier principe de la thermodynamique qu'on va aborder ultérieurement. Donc avant, il faut qu'on se familiarise avec certaines conventions qui sont très importantes, puisque les systèmes isolés qu'on va étudier vont échanger de l'énergie avec l'extérieur. Donc cette énergie peut être reçue ou peut être cédée. Alors, lorsque cette énergie est reçue par le système, cette énergie est positive, doit être positive, soit du travail ou de la chaleur. Donc, lorsque le système reçoit du travail, donc le travail est positif, est compté positivement. Lorsque le système reçoit de la chaleur, donc il est compté positivement aussi. Par contre, quand le système cède à l'extérieur de l'énergie, donc cette énergie va être affectée de signes négatifs. Ça veut dire qu'il va être compté négativement. Ça veut dire cédé, perdu par le système. S'il cède le travail, donc le travail va être négatif. S'il cède la chaleur va être négative. Donc tout ce qui est reçu par le système, ça veut dire le système l'a gagné, c'est un gain. Et tout ce qui est cédé par le système, c'est une perte. Donc, le système perd de l'énergie lorsqu'il la cède à l'extérieur sous forme de travail ou de chaleur, ou bien des deux. Ça, c'est ce qu'on devait retenir, ou ce que vous devez retenir pour la convention des signes. Maintenant, on va décrire ce que c'est un système. Donc, premièrement, pour décrire un système, il faut parler de variables d'état. Alors, pour caractériser n'importe quel système thermodynamique, il faut d'abord définir un ensemble de variables le plus réduit possible, mais pertinent, qui vont servir à étudier le système. Et ces variables portent le nom de variables d'état, parce qu'ils définissent
un état du système thermodynamique. À chaque état du système thermodynamique va correspondre des valeurs particulières de ces variables d'état. Donc la notion de variable d'état, une variable d'état caractérise un système thermodynamique. Mais il n'informe pas sur son évolution ou sa transformation. Donc une variable d'état caractérise le système lui-même. Caractérise le système lui-même, mais il n'informe pas sur son interaction avec le milieu extérieur. Ces variables d'état doivent être indépendantes. Donc, on sait que le nombre de variables d'état que nous allons étudier dans ce cours-là sont 3, pression, volume et température. Donc, on va les choisir de telle façon qu'on peut réduire ce système de variables le plus possible pour qu'ils soient indépendantes l'une de l'autre pour étudier le système thermodynamique que nous allons étudier. Remarque qu'une variable d'état peut être définie localement. Ça veut dire dans le système thermodynamique, on peut définir localement la valeur de ces variables d'état, ou bien globalement, ça veut dire sur tout le système thermodynamique ou sur l'ensemble du système thermodynamique. Donc, la variable globale caractérise la totalité du système et les variables d'état local caractérisent localement à des points précis dans le système leurs caractéristiques. Alors, ces variables d'état, bon, il y a premièrement la température, que dans le système international, son unité c'est le Kelvin. Il y a aussi la pression. L'unité de la pression dans le système international, c'est Pascal. C'est en honneur au savant français Blaise Pascal. Sont des variables d'état les plus courantes, ça veut dire les plus répandues, les plus utilisées. Et ces variables d'état, la température et la pression, ont une caractéristique. Cette caractéristique, c'est qu'ils sont intensives, sont des variables de tension, de force. En plus de ces deux variables d'état, il y a d'autres paramètres qui peuvent être considérés comme des variables d'état, comme le volume dans le mètre cube et son unité dans le système international, la masse, que toujours on note par petit m, comme en mécanique du point,
Son unité, c'est le kilogramme dans le système international. Le nombre de moles, petit n. Son unité dans le système international, c'est le mol. Alors, l'ensemble de ces variables sont des variables extensives en opposition à la température et à la pression, et sont des variables intensives. Extensives, ça veut dire qu'ils peuvent s'étendre. Si je prends deux corps de volume différents, je les mets ensemble, le volume va augmenter. Par contre, si je prends deux corps ou deux systèmes à la même température, si je vais les mettre ensemble, la température va être la même, ne va pas changer. Même si je prends 1000 systèmes qui ont la même température et je vais les grouper ensemble, la température va rester la même. Par contre, si je prends 1000 systèmes avec des volumes différents et je vais les mettre ensemble, bon, le volume va croître, va augmenter. J'aurai un volume plus important. Alors c'est ça, ce que ça veut dire l'extensivité et l'intensivité. Donc retenez bien, la température et la pression sont des variables intensives, le volume, le nombre de moles, la masse sont des variables extensives. Et les relations qu'on peut établir entre les variables d'état constituent ce qu'on appelle des fonctions d'état. Donc une fonction qui inclut les variables comme la pression, le volume et la température, ça va s'appeler fonction d'état. Et en général, on la note sous cette forme, f de PVT égale à 0. Un petit exemple, si m est la masse de notre système et V est le volume de ce système, sa masse volumique du système en fonction de la masse et du volume, c'est le rapport de la masse sur le volume. Alors, la masse volumique devient une fonction d'état parce que il met en relation deux variables d'état. Dans ce cas-là, la masse volumique est une fonction d'état. Pour vous donner, ceci c'est pour vous donner un exemple de fonction d'état. Donc, une fois qu'on a défini les variables d'état importantes, intensives et extensives, on va définir les plus importantes, surtout intensives, comme la température et la pression. Qu'est-ce que c'est la pression? Pression n'est autre qu'une force par unité de surface. On avait dit tout à l'heure que son unité, c'est le pascal dans le système international. Le pascal, c'est défini comme newton. Ça veut dire unité de force sur le mètre carré, qui est l'unité des surfaces. Donc, si on prend notre système ici, en bleu d'un certain volume V, entouré par une paroi, une surface
de surface S. Et on s'intéresse à la pression exercée sur un point M de cette surface. Entouré d'un petit élément de surface ds qui est soumis à une petite force dF normale, perpendiculaire à cet élément de surface ds. Alors, par définition, le fluide ici en violet, le fluide extérieur, exerce en ce petit point M une petite force dF qui est égale à moins PEX, ça veut dire la pression externe fois l'élément de surface ds. La force est un vecteur, la surface aussi. Donc EX, c'est pour dire que cette pression, c'est le milieu extérieur qui est en train de l'appliquer au point M à notre système qui est défini ici en bleu. Donc ds se décompose en nds. N, c'est le vecteur unitaire normal à la surface, dont le module est égal à 1. Donc c'est un vecteur unitaire qui est perpendiculaire à la surface. Donc finalement, df est égal à moins px nds. La pression extérieure px est toujours connue. Si en plus le système est en équilibre avec le milieu extérieur, ce qui veut dire que la pression du système est égale à la pression du milieu extérieur, pression externe égale pression interne, dans ce cas-là, on va omettre le EX. On va tout simplement dire la pression P. Donc dF est égal à moins Pn ds. Et P, ça se déduit par le rapport du module de la force dF sur la petite surface ds. Pour le module de la force, puisque P est un scalaire, la pression, c'est toujours un scalaire et pas un vecteur. Alors que la force est un vecteur, comme vous avez vu en mécanique. Alors, on va approfondir encore plus dans cette notion de pression. On va commencer par la pression hydrostatique. C'est-à-dire la pression exercée par un liquide. Hydro, ça veut dire liquide. Statique, ça veut dire au repos. Donc par un liquide au repos, la force de pression ou la force pressante ne dépend dans ce cas-là que du point M. Ça veut dire sa position dans le récipient qui contient le fluide liquide. Donc sa position dans ce cas-là, c'est lié à sa hauteur
ou à sa profondeur, puisqu'ici, il est sous la surface de l'air, donc on dit profondeur. Ainsi, la pression exercée par le fluide au point M, se trouvant à une profondeur H, est égale au poids dP de la colonne du fluide. Dans la masse, cette colonne du fluide, elle est de masse M. Et cette masse est égale à la masse volumique fois le volume de cette colonne du fluide, dV. Et le volume de cette colonne du fluide, c'est la hauteur, ou la profondeur, pardon, fois la section de la colonne du fluide, qui est supposée par exemple cylindrique ou autre. De toute façon, c'est la surface de base ds fois la profondeur fois la masse volumique nous donne le masse de la quantité de fluide, ici du liquide, qui a au-dessus du point M. Donc, la définition tout à l'heure qu'on avait définie pour la pression P est égale au module de dF sur ds. Dans ce cas-là, la force dF n'est autre que le poids du liquide qui est sur le point M. Donc, c'est dP. P ici, ça veut dire poids sur ds, c'est le poids, c'est la masse, fois G, l'accélération de la pesanteur. Donc, c'est mg sur ds. Or, la masse, comme on l'avait défini ici, c'est égal à ρ h ds. Ρ, c'est la masse volumique. Donc, on remplace dans la formule la masse par son expression ici. On simplifie par ds. Et on a une relation directe entre la pression et la profondeur du point M. Donc, la pression au point M, c'est égal à ρ GH. En réalité, la pression point M, c'est la pression due à la colonne du liquide, ça veut dire ρGH, plus la pression P0, la pression atmosphérique, la pression de l'air. Et comme cette pression P0 est très faible devant la pression due à la colonne du liquide qui est au-dessus du point M, donc la pression c'est égal à P en négligeant le P0. G, c'est l'accélération de la pesanteur, c'est égal à 9,81 mètres par seconde carrée. Donc ça, c'est la pression hydrostatique. Cette relation qu'on vient de trouver, P égale à ρGH, on va l'utiliser pour fabriquer ce qu'on appelle les manomètres à colonne de liquide. Ça veut dire, c'est les instruments qui servent à mesurer la pression en utilisant un liquide, ici dans le tube en U. Ce liquide peut être de l'eau, de l'alcool, du mercure. Donc ça peut être n'importe quel liquide, mais en général, on utilise le mercure, l'eau ou bien l'alcool. Alors par exemple, ce manomètre
on l'utilise ici pour mesurer la pression au sein de ce liquide-là. Donc, ici, c'est ouvert en contact avec l'atmosphère. Ici, elle est au point du récipient où on veut mesurer la pression en question. Donc, on va utiliser la relation P égale ρGH. Alors, lorsqu'on va placer le tube dans le récipient, il y aura dans le tube U deux niveaux du liquide. Donc, le liquide va se déplacer de ce côté-là. Il va se stabiliser dans cette partie du tube en B et dans cette partie du tube en A. Et la différence de hauteur entre les deux, c'est H. À l'extérieur, on a la pression atmosphérique. Donc la pression qui règne ici, ce n'est rien d'autre que ρG Hg, ça veut dire le mercure, c'est la masse volumique du mercure, GH, dans le cas du mercure, Hg, plus la pression atmosphérique. Comme on avait dit tout à l'heure, la pression atmosphérique est négligeable devant la pression qui règne dans un liquide. Donc, P égale tout simplement ρ Hg GH Hg. Un exemple de calcul de cette pression-là, sachant que la masse volumique du mercure, c'est égal à 13 545,88 kg par mètre cube. Ça, c'est la masse volumique du mercure. Si on utilise l'eau à la place du mercure, sa masse volumique, elle est bien plus faible. La masse volumique de l'eau, c'est uniquement 1000 kg par mètre cube. Ça veut dire que la hauteur ici va être plus importante entre les deux points. La formule reste la même. P est égal à la masse volumique de l'eau GH H2O. G et G sont les mêmes, donc si on compare ces deux pressions, sont identiques puisqu'on mesure la même pression en utilisant deux liquides différents, le mercure et l'eau. Donc, la pression est identique. Donc, si on met en rapport ces deux relations, on aura la masse volumique du mercure sur la masse volumique de l'eau est égale à la hauteur de l'eau sur la hauteur du mercure. Comme la masse volumique du mercure est plus grande que la masse volumique de l'eau, ceci implique automatiquement que la hauteur de l'eau va être supérieure à la hauteur du mercure. Et comme ρ du mercure, c'est 13 545,88 et ρ de l'eau, c'est 1000. Donc, en remplaçant numériquement ces masses volumiques par leur valeur, on va obtenir cette relation, que la hauteur de l'eau va être 13,545,88 fois la hauteur du mercure. Donc, la notion de pression recouvre deux notions différentes.
La pression exercée par l'extérieur, par le milieu extérieur, sur le système, on l'appelle PEX. Donc c'est une action externe. Il ne peut pas constituer une variable d'état. Donc PEX n'est pas une variable d'état du système que nous allons étudier. Parce que les variables d'état caractérisent le système lui-même et pas son interaction avec l'extérieur. La pression interne d'un système, en général, c'est un fluide, donc un gaz ou un liquide. Pour la mesurer, il faut relier le système ou un point du système à un capteur de pression ou un manomètre pour mesurer la pression. C'est ce qu'on avait fait dans la diapositive antérieure. Et on a trouvé la relation qui relie P, la pression interne du système, à la hauteur H du manomètre, comme illustré par cette figure-là. Ici, par exemple, la pression extérieure, c'est le poids de cette masse sur cette partie-là du cylindre qui contient le gaz ou le fluide à étudier. Donc le poids ici, c'est grand F sur cette surface grand S. Ça, c'est la mesure ou le calcul de la pression externe, pression exercée par l'extérieur sur le système. Par contre, si on veut avoir la pression interne du système, ça veut dire la pression qui est la variable d'état, il faut relier le système à un capteur ou un manomètre pour mesurer la dénivellation entre les hauteurs ou les niveaux du fluide dans le tube en U, ça veut dire H, qui va nous donner la pression interne du système. P égale à la masse volumique du liquide. Ici, par exemple, si c'est du mercure, c'est ρ GH du mercure fois G fois H. Comme on avait dit tout à l'heure, la pression, son unité dans le système international est le Pascal, en honneur au physicien français Blaise Pascal. Donc, c'est le rapport d'une force sur une surface. Donc, c'est le rapport des newtons par mètre carré. Donc, la pression atmosphérique normale au niveau de la mer à une température de 15 degrés Celsius, à une latitude de 45 degrés, c'est à peu près au niveau de Paris, en France. La pression, c'est égal à une atmosphère, c'est-à-dire 760 mm de mercure pour la hauteur H, si on a du mercure ici, et c'est égal à 1,013 10 puissance 15, 10 puissance 5 pascal.
Ici, c'est un schéma ou une figure qui schématise la pression sur toute la Terre ou la pression moyenne au niveau de la mer autour de la Terre en hiver. Ça veut dire entre décembre et le mois de février. Montrant les centres d'action A et D. D, c'est les points de faible pression et les A, c'est les points de haute pression. Donc, la pression au niveau de la mer sur Terre, elle est plus faible près des pôles, pôle sud et pôle nord, et elle est importante près de l'équateur. Parce que l'épaisseur de l'air près de l'équateur est plus importante que au niveau des pôles nord et pôle sud. Donc le Maroc, lui, il est à une latitude à peu près de 35 degrés 10 minutes 5 secondes nord. Il est au nord de l'équateur, à peu près à cette valeur-là, et sur une longitude de moins 2 degrés 52 minutes 0 secondes ouest. Donc on est à l'ouest de la longitude de référence et on est un peu plus au nord par rapport à l'équateur, donc à peu près à cette valeur-là. Donc on est dans la zone normalement où la pression il est plus importante. Alors comme je vous avais dit tout à l'heure que la pression dans les ports elle est moins importante que près de l'équateur. Et aussi la pression diminue lorsqu'on monte en hauteur dans les montagnes, par exemple ici dans les Himalayas, donc avec la hauteur, ça veut dire altitude, à ne pas confondre avec latitude, donc à des altitudes supérieures à 0. 0 c'est au niveau de la mer, la pression elle est plus faible que au niveau de la mer parce que la couche de l'air est moins importante. Alors, les unités de pression, il y en a plusieurs, mais la pression dans le système international, c'est le Pascal. Mais il y a d'autres unités qui peuvent servir pour définir la valeur de la pression. Et il y a toujours un passage entre les différentes unités. Alors, on peut nombrer ici 5 unités, Pascal, bar, atmosphère, torr et PSI. Et ici, c'est
le passage entre les différents systèmes d'unités. Donc, en Pascal, c'est 10 puissance moins 5 bar. C'est 9,8692 10 puissance moins 6 atmosphères. C'est 7,5006 10 puissance moins 3 torr. Et c'est 1,450 370 10 puissance moins 4 PSI. Alors PSI, c'est une unité qui est utilisée plus par les pays anglo-saxons, l'Angleterre, les États-Unis. Et PSI, ça veut dire Pound Force per Square Inch, livre par pouce carré. Donc pouce, c'est l'unité de distance, et pouce carré, c'est la surface. Et aussi le torr est une abréviation du nom du physicien et mathématicien italien Evangelista Torricelli, inventeur du baromètre à colonne de mercure. Un torr, c'est égal à 1 mm de mercure. Donc, ici, on a terminé avec la définition de la pression. On va commencer à définir ce que c'est la température. Donc, la température, notre intuitive approche de la température est liée à la sensation du chaud et du froid. Cette sensation du chaud et du froid reste une sensation subjective, pas objective. Subjective, donc pas objective, pas physique, c'est une sensation. On prend deux personnes différentes, ils vont avoir des sensibilités différentes à ce que c'est chaud et à ce que c'est froid. Par conséquent, on est obligé d'utiliser des thermomètres, ça veut dire des instruments qui vont nous mesurer la température, qui vont pouvoir nous donner une indication de la valeur de la température. Puisque sans instrument, on ne peut pas être d'accord sur la température. En touchant simplement avec la main, on ne peut pas dire que la température vaut tant. Contre un instrument, ça va être un appareil qui va se comporter toujours de la même façon pour le décor qui se trouve à la même température. Donc toujours l'interprétation de la température est restée un mystère. C'est quoi la température? D'où vient la température? Qu'est-ce qui fait qu'un corps est chaud ou un corps est froid? Qu'est-ce qui se passe? On a la sensation au niveau macroscopique, mais on ne savait pas d'où ça venait cette température. Jusqu'à récemment,
qu'on a pu expliquer ce que c'est la température. On voit ici, on a un fluide qui peut être un gaz ou un liquide. Ici, on a un solide. Donc, le fluide liquide ou gaz, il est constitué à l'échelle microscopique de petites particules qu'on peut appeler des atomes ou des molécules ou des ions. Ces atomes et ces molécules sont en mouvement au sein du fluide, sont en agitation, on dit qu'ils sont en agitation. Alors plus cette agitation de particules est importante, plus sa température est importante. Par contre, dans le cas du solide, donc c'est quelque chose de rigide, ces particules ou ces molécules ne peuvent pas se détacher les unes des autres. Donc ils vibrent. Donc plus ils vibrent, plus le solide est chaud. Et moins il vibre, plus le solide est froid. Donc ceci dit qu'en réalité, tout système est formé de particules, atomes, molécules, ions, etc. Un système même au repos macroscopique, ça veut dire qu'il ne bouge pas, ces particules à l'intérieur sont en perpétuel mouvement, dans le cas du fluide, liquide ou gaz, ou en oscillation autour des positions d'équilibre dans un réseau cristallin, dans le cas des solides. L'agitation thermique des particules d'un système donne un aperçu de la température du système. Plus les particules sont agitées, plus élevée est la température et vice-versa. Et dans le cas du solide, plus les particules oscillent plus. Donc l'oscillation de ces particules, plus elle est importante, plus la température est importante. Et moins elle est importante, moins est importante la température. Donc une sensation, ou un caractère plutôt, de la température au niveau macroscopique est due à quelque chose de microscopique qui se passe dans la matière à un niveau microscopique. Donc on peut dire que la température, c'est le reflet de ce qui se passe microscopiquement au sein de la matière. C'est l'agitation ou la vibration des atomes au sein de la matière. La température et l'agitation des particules. Donc, la définition de la température est une mesure macroscopique du degré d'agitation microscopique des particules d'un système. Agitation, donc, ça veut dire déplacement ou vibration. Donc, la température est une mesure macroscopique du degré, du niveau, de l'importance de l'agitation microscopique des particules dans le système. Donc la particule est une mesure de la vitesse ou bien une mesure de l'énergie cinétique moyenne des particules microscopiques du système externe. Donc la température, ce n'est autre qu'une mesure de la vitesse des particules qui bougent
au niveau microscopique dans le système, ou bien qui agite ou vibre ou se déplace. Vitesse, ça veut dire énergie cinétique. Ainsi, la température est une variable d'état. Et en plus, c'est une variable d'état intensive, comme la pression, comme on avait déjà dit avant. Donc, plus la température du système est élevée, plus l'agitation des particules microscopiques du système est intense et vice-versa. Plus la température du système est importante, plus les particules microscopiques du système sont agitées. Cette agitation est plus intense. Et l'inverse est vrai. Ça veut dire la température du système est faible quand l'agitation des particules microscopiques du système est faible. Donc, les thermomètres les plus courants utilisés pour mesurer la température mettent en général à profit la dilatation d'un fluide. Donc, un thermomètre peut être lié par exemple à la dilatation d'un fluide. Ce fluide peut être un gaz ou bien le mercure, qui est un liquide métallique, ou bien l'alcool, Donc ici, le changement, dilatation, ça veut dire le changement de volume de ces éléments-là peuvent nous permettre de mesurer la température. Donc c'est des thermomètres qui mettent à profit la dilatation ou l'augmentation du volume d'un fluide. Ou bien la variation des effets électriques. Donc, ces effets électriques peuvent être la résistance électrique. Ça veut dire que la résistance va changer. En général, c'est un fil métallique. Sa résistance diminue ou augmente selon les températures. Et ceci va nous donner une idée sur la température. Ou bien la différence de potentiel pour un thermocouple. Donc on a deux branches, donc il y a une différence de potentiel entre les deux, et cette différence de potentiel va être liée directement à la température. Ou bien mettre en valeur la radiation lumineuse, ça veut dire les ondes électromagnétiques. Donc on peut mesurer la température grâce à la radiation lumineuse, comme avec les pyromètres infrarouges. Donc ces différents types de thermomètres qui mettent en valeur, à profit, une certaine caractéristique, la dilatation du fluide, on peut l'utiliser pour mesurer des températures qui ne sont pas trop élevées. Variation des effets électriques, bon, on peut mesurer avec ça des températures dans la combustion, on peut placer un thermocouple.
dans une flamme, par exemple, et la variation de sa résistance, ça nous donnera la température, ou bien avec les pyromètres, donc en utilisant la radiation électromagnétique, surtout des infrarouges, avec un instrument comme ceci, on peut dire la température. Donc, par exemple, dans les fours industriels qui font fondre du fer comme à son acide, donc on peut ouvrir le four et grâce à ce pyromètre, mesurer la température qui règne à l'intérieur du four ou à l'intérieur de la chaudière sans toucher, puisque c'est dangereux, cette température élevée. Ensuite, ici, on a les unités, les différentes unités de la température. Donc, il y en a plusieurs. Mais dans le système international, l'unité de la température, c'est toujours le Kelvin. C'est noté avec K majuscule. D'autres échelles existent, comme le degré Celsius, qui est une échelle centigrade, et le degré Fahrenheit, degré F. Cette unité de température est utilisée dans les pays anglo-saxons. Les autres pays, les pays francophones, utilisent le degré Celsius. Mais on dispose de relations entre les différentes unités pour le passage d'un système d'unité à l'autre. Donc ça, c'est par exemple le passage du degré Celsius à l'unité Kelvin. Donc il faut rajouter au degré Celsius 273,15 pour passer du Celsius au Kelvin. Par contre, à partir de Fahrenheit, donc il faut rajouter 451,67, multiplier le résultat par 5 et diviser par 9 pour obtenir la température en Kelvin. Par exemple, ici, ce tableau-là nous montre les températures caractéristiques importantes, la température de zéro absolu et la fusion de l'eau, l'évaporation, la transformation de la glace en eau et l'ébullition et l'évaporation de l'eau. Donc zéro absolu, c'est lorsqu'on a 0 Kelvin. C'est une température que personne n'a pu atteindre, 0 Kelvin. Donc on considère que à 0 Kelvin, donc il n'y a plus d'agitation de particules ou de molécules. Donc la température, c'est le zéro absolu. Ce zéro absolu en Kelvin, ça correspond à moins 273,15 en degrés Celsius et moins 451,67 en degrés Fahrenheit. Fusion de l'eau, lorsque l'eau est à 0 degrés Celsius, en Fahrenheit, c'est 32 Fahrenheit et en Kelvin, c'est 273,15.
Donc si je mets 0 ici, moi j'aurai pour T 273,15. Dans le cas de longue évolution à 100 degrés Celsius, en Fahrenheit c'est 212 et 373,15 en Kelvin. Mais il n'y a pas que ces trois unités-là, il y en a d'autres qu'on a remis dans ce tableau-là. Plus de Kelvin, Celsius et Fahrenheit, il y a le Rankine et le Réaumur. Alors dans le tableau-là, il y a les relations de passage entre les différentes unités. Kelvin, c'est Kelvin, mais le degré Celsius au Kelvin, il faut rajouter au degré Celsius de 73,15. Fahrenheit au Kelvin, donc la relation ici. Et l'autre, entre le Rankine et le Kelvin, notre relation entre le Réaumur et le Kelvin est pareil. Donc on a toutes les relations. Si on veut passer de cela au Kelvin, on veut passer en degrés Celsius à partir de ces unités-là. Passage en Fahrenheit. Donc il faut suivre ces relations-là. Donc ici, ce tableau-là schématise toutes les relations de passage entre les différentes unités de température. Variables intensives et extensives. Considérons deux systèmes rigoureusement identiques. Ça veut dire qu'ils sont identiques en tout. Et mettons-les ensemble pour en faire qu'un seul système. Donc ces deux systèmes rigoureusement identiques, on va les mettre ensemble de telle façon qu'ils vont former un seul système. Donc, ces deux systèmes, il y a les variables intensives et les variables extensives. Il y a la masse, le nombre de moles, le volume qui sont des variables extensives. Il y a aussi la pression, la température, la masse volumique, la concentration, qui sont des variables intensives. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça la question qu'on se pose. Qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on va mettre ensemble ces deux systèmes rigoureusement identiques pour ces variables d'état? Alors, pour les variables d'état extensives, ils vont doubler. Ça veut dire, dans le nouveau système qu'on va créer, on aura 2 fois V, 2 fois N, 2 fois M. Donc, les variables extensives, elles sont proportionnelles à la quantité de matière. Plus il y a de matière, plus elles sont grandes. Donc, elles s'ajoutent lors de la fusion des systèmes. Donc, on les appelle aussi des variables additives. C'est des variables qui s'additionnent. Les variables extensives sont des variables additives, sont des variables qui s'additionnent. Donc, comme je vous ai dit ici, on aura 2 fois V, 2 fois M, 2 fois N. Par contre, pour les variables intensives, ils vont rester inchangés. On aura la même pression, la même température, la même masse volumique et la même concentration.
Donc, ils vont rester inchangés. Donc, on dit que ces variables sont indépendantes de la quantité de matière. Ils ne dépendent pas de la quantité de matière, s'il y a plus de matière ou il y a moins de matière. Ils sont indépendants. Lors de la fusion des systèmes, ils ne s'ajoutent pas. Donc, sont des variables non additives. Sont des variables qui ne s'additionnent pas. OK? Donc, voilà la définition des variables intensives et extensives. Les variables extensives dépendent de la quantité de matière, ils sont proportionnels à cette quantité de matière et ils s'ajoutent, donc ils sont additives, ça veut dire ils s'additionnent. Par contre, les variables intensives, ils sont indépendantes de la quantité de matière et ne se rajoutent pas, ils ne s'additionnent pas, donc sont non additives. Un rappel ici sur la règle des phases ou la règle de Gibbs. Et la variance. Donc, un système est caractérisé par la valeur de sa variance, V. Alors, dans la variance, il y a la phase, ça veut dire le nombre de phases, et le nombre de constituants. Et 2, ça représente les deux variables intensives, sont la température et la pression. Ça représente la pression et la température. Donc 2, c'est la relation que nous, on va étudier. Mais sa définition d'invariance est plus large que ça. C'est la différence entre la somme des paramètres, ça veut dire tous les paramètres disponibles pour étudier les systèmes, moins la somme des contraintes. Donc, ça veut dire que les contraintes vont être retranchées au nombre des paramètres. Donc, les contraintes réduisent le nombre de paramètres qui vont nous permettre d'étudier le système. Et le système, donc, le nombre de paramètres, c'est schématisé par la variance. Ça veut dire combien de variables peuvent être utilisées pour étudier un système. Qu'est-ce que c'est la phase? La phase, c'est la partie homogène d'un mélange. La phase n'interdit pas les gradients des propriétés intensives. Ça veut dire qu'on peut avoir une variation des propriétés intensives au sein d'une même phase. Par exemple, le gaz ou la phase gazeuse, donc c'est une phase, mais il y a des propriétés intensives qui peuvent varier dans cette phase-là. La phase liquide, si c'est une phase, et la phase solide, c'est aussi une phase. Donc,
Si on a un liquide et un gaz, ça veut dire on a deux phases. Phi va être égal à 2. Donc, comme je vous ai dit, la variance, c'est le nombre de variables intensives, modifiables, sans modifier la nature, le nombre et la composition des phases. La valeur de V va être le nombre de variables intensives modifiables sans modifier la nature et le nombre et la composition des phases. Donc la règle, c'est celle-là, V est égal à C moins 2 moins phi. C, c'est le nombre de constituants purs, indépendants. Phi, c'est le nombre de phases, et 2, c'est les deux paramètres intensifs, la température et la pression. Alors on va calculer cette variance pour des cas particuliers. Ici, vous avez le diagramme de changement de phase de l'eau en fonction de la pression et de la température. En fonction de la pression et de la température. Ici, vous avez les phases. Ce côté-là, on a la phase solide, ça veut dire la glace. Ce côté-là, on a la phase gazeuse, ça veut dire la vapeur de l'eau. Ici, en bleu, on a la phase liquide. Donc, si on est dans les conditions de 100 degrés Celsius de température et de la pression atmosphérique, ça veut dire la pression que nous avons dans l'air, à 100 degrés Celsius, ici on aura deux phases, une phase liquide et une phase vapeur. Les deux phases coexistent. Donc, ici, on l'appelle le point triple de l'eau. Le point triple de l'eau, il est caractérisé par une température égale à 0,01 degré Celsius, une pression de 0,006 atmosphères. Lorsque l'eau se trouve à ces conditions-là, on aura les trois phases ensemble, solide, liquide et vapeur. Les trois phases vont coexister. Donc cela, on ne peut pas les avoir à l'air libre, donc il faut créer un environnement où la pression elle est très basse, elle est de 0,006 atmosphères et une température de 0,01 degrés Celsius. Par contre, ici, c'est à température 0 degrés Celsius, les pointillés là qui continuent là. Donc on voit qu'ils coïncident ici avec une atmosphère. Donc il y a une atmosphère et 0 degrés Celsius. On a deux phases, la glace et l'eau. Donc il y a deux phases qui coexistent ici. Donc sur cette ligne-là,
cette courbe-là, il y a la phase liquide et la phase gazeuse qui coexistent. Sur celle-là, il y a la phase solide et la phase liquide qui coexistent. Sur celle-là, il y a la phase solide et la phase gazeuse qui coexistent. Donc on peut passer directement de l'état solide à l'état gazeux. On est dans la situation des pressions qui sont au-dessous de 0,006 atmosphères. Le passage peut se faire directement de la glace à la vapeur. On revient à notre exemple 1, eau et vapeur en équilibre. Donc lorsque le liquide eau et sa vapeur sont en équilibre, il s'agit toujours d'un seul constituant qui est l'eau, H2O. Donc C est égal à 1. Par contre, on a deux phases, la phase liquide et la phase vapeur, donc phi est égal à 2. Donc on va injecter dans notre formule de la variance, ça nous donne 1, plus les deux variables intensive, température et pression, moins 2, ça nous donne 1. Donc la variance est égale à 1. Ça veut dire une seule variable intensive peut être variée. Une peut être variée lorsqu'on est dans le cas où on a deux phases, ça veut dire c'est cette courbe-là, solide, liquide et vapeur. Donc il faut choisir ou de faire varier la température, l'atmosphère, la pression va en découler automatiquement, ou bien varier la pression et la température va en découler automatiquement puisqu'ils sont liés. Il y a une règle qui lie la pression à l'atmosphérique, à la pression à la température sur cette courbe-là. Donc, une variable intensive suffit pour étudier. Si on se fixe la pression, par exemple, à une atmosphère, on sait alors que la température va être égale à 100 degrés Celsius. On n'a pas d'autre température. Si P est égal à une atmosphère, T est égal à 100. Si P est égal à une autre pression, il y aura une valeur qui lui correspond à une température qui ne va pas être variable. Donc voilà une seule variable qu'on peut varier dans ce cas-là, puisque la variance est égale à 1. Par contre, au point triple de l'eau, on a toujours un seul constituant, qui est de l'eau, H2O, mais ici on a trois phases, solide, liquide et vapeur. Donc la formule V est égale à 1 plus 2 moins 3. Donc la variance est égale à 0. Ça veut dire qu'on ne peut varier aucune variable pour être dans la situation du point triple de l'eau. Il n'y a qu'un seul point dans le diagramme de phase de l'eau où on peut avoir cette situation-là. C'est le point triple de l'eau qui est ici caractérisé par une température de 0,01 et une pression de 0,006 atmosphères. Et rien d'autre. La variance est égale à 0. Donc la variance dans ce cas est 0, puisqu'on ne peut varier aucun paramètre intensif. Ce point est unique. Voilà, donc ici,
On passe aux fonctions d'état. Alors, soit un système décrit par un ensemble de variables d'état. Ici, on a A1, A2, A3 jusqu'à AN. C'est-à-dire on a n variables d'état. On appelle fonction d'état toute fonction des seules variables d'état. Toute fonction avec les seules variables d'état va s'appeler fonction d'état. Un exemple, un système est décrit par les variables d'état, masse et volume. Nous pouvons définir la fonction d'état masse volumique ρ par le rapport de la masse sur le volume. Donc ici, la masse et le volume sont des fonctions d'état, des variables d'état, et ρ est la fonction d'état. Le cas du gaz parfait, PV moins nRT égale à 0. Donc cette relation entre la pression, le volume et la température égale à 0. Dans ce cas, il n'y a que deux variables indépendantes pour le gaz parfait. Il y a deux variables qui sont indépendantes. Les autres vont dépendre automatiquement. Alors il faut choisir V et T comme variable indépendante, ou pression et température comme variable indépendante, ou volume et pression comme variable indépendante, sachant que la pression et la température sont des variables intensives et que le volume est une variable extensive. Le gaz parfait est appelé par excellence un système bivariant. Ça veut dire deux variables intensives suffisent pour l'étudier. Deux variables. Alors, le R majuscule ici, c'est égal à 8,314 pascal mètre cube par mol par Kelvin, ou bien 8,314 joules. Pascal par mètre cube, c'est le joule par mol par Kelvin. Ça, c'est ce qu'on appelle la constante des gaz parfaits. Donc, il suffit donc pour définir l'état du gaz parfait de connaître la valeur de deux des trois variables d'état seulement, puisque celle de la troisième en résulte. On peut la déduire, on peut la déterminer en fonction des deux autres. Donc le gaz parfait est un système bivariant. Bivariant, bi, ça veut dire deux, variant, ça veut dire variable. Un système à deux variables indépendantes. C'est un système bivariant. Les états thermodynamiques, on va les représenter sous forme graphique. Par exemple, si on prend n mol d'un gaz parfait, son état à un instant t est déterminé par la connaissance de deux variables d'état indépendantes seulement. On n'a pas besoin de trois. On n'a besoin que de deux. Donc un état peut être représenté par un point dans l'un des trois diagrammes. Donc on peut utiliser le diagramme P en fonction du volume. Ce diagramme-là, on l'appelle le diagramme de Clapeyron, ou le diagramme PV, ou bien le diagramme P en fonction de la température, ou bien le diagramme VT, c'est volume en fonction de la température. Cependant, dans notre cas, en thermodynamique 1, on va plus utiliser
le diagramme PV qui s'appelle le diagramme de Clapeyron. Donc, l'état A du système est caractérisé par les variables d'état P, A et VA. Ici, c'est l'état A, donc il est caractérisé par VA et PA. Et à partir de PA et VA, on peut déterminer la troisième variable qui est la température TA, qui est égale à PA VA sur NR. L'état B est caractérisé par les variables d'état PB, VB, et la température TV est déduite de PB et VB, c'est PB et VB sur NR. Ou bien, on les représente ici en fonction de P et de T. Donc, le point où l'état A devient le point caractérisé par la pression PA et la température T1. Et l'état B, il est caractérisé par la pression PB et la température TB. Pareil dans le diagramme V, T. Donc le point où l'état A, caractérisé par VA et TA, et l'état B est caractérisé par VB et TB. Donc ceux-là sont des diagrammes qui ne sont pas de Clapeyron, mais celui-là c'est le diagramme de Clapeyron qui est très fameux, qu'on va utiliser dans ce cours-là. C'est le diagramme P en fonction de V. État d'équilibre. Un système se trouve dans un état d'équilibre quand, si les variables d'état qui définissent son état ne changent pas au cours du temps. Ici, les variables intensives, pression, température, etc., ont les mêmes valeurs dans tous les tendus du système. Dans ce cas-là, on dit que le système thermodynamique est en équilibre. Donc, résumons, un système thermodynamique est en état d'équilibre si ces variables intensives ne changent pas au cours du temps, sont invariables. Par exemple, si la température est la même en chaque point du système et ne change pas au cours du temps, on a un système en équilibre thermique. Par contre, si la pression est la même en chaque point du système et n'évolue pas au cours du temps, on a un système en équilibre mécanique. Donc, pour un système dont la température est la même partout et ne change pas au cours du temps, ce système est en équilibre thermique. Un système dont la pression est la même partout et ne change pas au cours du temps, donc il est en équilibre mécanique. Ça veut dire qu'il ne change ni dans l'espace ni dans le temps. Ça devient un équilibre. Il y a deux types d'équilibre. Équilibre thermique, équilibre mécanique. Équilibre mécanique lorsque la pression est constante partout et ne change pas avec le temps. Et l'équilibre thermique, c'est lorsque la température est constante partout dans le système, même valeur partout, ne change pas au cours du temps, donc
on dit que le système est en équilibre thermique. Si les deux ne changent pas, donc c'est encore mieux, le système est en équilibre total.